Une heure pour convaincre. Mardi 17 septembre 2019, mesdames, messieurs, bonsoir et c'est bel bien une heure pour convaincre. Voilà votre émission qui déroule tapis rouge aux acteurs sociaux, économiques et politiques de notre pays. Nous émettons d'Aïdo Gomé à Siyeye et sur le www.rcjfm.com. www.rcjfm.com. Le tapis rouge de ce mardi donc est déroulé à Monsieur Ekwe Gamessou Poda Pierre, candidat indépendant aux élections présidentielles de 2020. Avec lui, l'actualité en totalité. Cherchez-vous une bonne position d'écoute. Moi, je m'appelle Eugène Bamazé. Je serai aidé dans cette tâche par Rodrigue Ayego et puis le rédacteur de la maison, Daniel Dodjani. Sans plus tarder, Rodrigue, bonsoir. Bonsoir, je dis directeur général, parce que c'est vous qui êtes le patron de la maison. Non, nous sommes en émission, donc... Oui, mais bon, il faut quand même le préciser. Et merci de nous accueillir. Ça fait longtemps qu'on se donne ce rendez-vous, mais aujourd'hui, on a quand même... Et enfin, sous une pluie battante, nous sommes parvenus à arracher le candidat indépendant Gamessou Poda Pierre, c'est sur demande donc de nos auditeurs, ça fait donc plaisir. Ah oui, je pense que le devoir qui est nôtre aujourd'hui est de parler de l'homme, sa vision, ses motivations aux auditeurs de la radio Carré Jeune, donc au peuple togolais dans son ensemble, pour les amener à faire un choix judicieux dans les prochains mois, parce que notre pays a un rendez-vous crucial avec l'histoire, donc c'est la question de changement pour tous, sans exclusion. Voilà. Daniel? Jeanne, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs de cette émission. Bonsoir à notre invité. Voilà. Président, bonjour, bonsoir. Bonjour Eugène, merci de me recevoir et de me donner l'opportunité de m'exprimer donc sur votre antenne. Bonjour à vos auditeurs, vos auditrices. Bonjour à toute la population togolaise. Je vous remercie de cette opportunité. Merci beaucoup. Voilà. Et le sujet d'actualité aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Alors, Président, quelle analyse faites-vous aujourd'hui de l'éducation au Togo? Merci, directeur Eugène. Je disais tout à l'heure, je viens de sortir d'une émission en Minan, en EV, où je mettais vraiment l'accent sur l'éducation. Et je donnais mon exemple. Vous savez, dans les pays où je viens d'arriver des États-Unis, ils insistent beaucoup sur l'expérience personnelle pour encourager les uns les autres, pour dire que si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Tout à fait. Donc, l'éducation que nous, on a eue dans notre jeunesse, que ce soit l'éducation traditionnelle en famille, qui nous montrait les valeurs qui fondaient notre société. Une société de solidarité, une société d'équité, une société de fraternité. Ces valeurs ont un peu disparu. On constate aujourd'hui que même dans les familles, l'éducation est au rabais. Alors venons maintenant à l'éducation académique. Là aussi, c'est le déclin. Il faut dire, dans mes expériences, dans mon parcours, j'ai eu à passer avec des amis qui ont fait Harvard, qui ont fait Cambridge, qui ont fait des grandes universités, et ils sont étonnés des fois, me disent, mais écoutez, mais quand on t'entend, tu as fait tes études où? Je dis non, à Glidi, à Lomé, et également à Dakar, au Sénégal, chez Kata Diop. Mais aujourd'hui, on constate avec regret que ce n'est plus la même éducation
pour plusieurs raisons sur lesquelles on peut venir plus tard. Une question, Rodrigue? Non, moi je n'ai pas de question en tant que tel sur ce sujet. Ce que je constate avec joie, c'est que l'homme que nous avons aujourd'hui comme invité, Ekwe Gamessou Poda, est l'exemple même qui témoigne de combien l'éducation togolaise aujourd'hui est au rabais. Au rabais parce que avoir fréquenté au Togo, à Glidi, faire un parcours aujourd'hui, je dirais, irréprochable et frotter avec les mémoires du monde, je dirais, les gens qui ont fait Harvard et d'autres grandes universités du monde, et faire ce parcours élogieux, sans qu'on parle par exemple de diplômes achetés par exemple dans les officines des pays que nous connaissons, que l'homme soit identitaire et égal à lui-même. Quand vous prenez aujourd'hui ce parcours et ce que nous avons aujourd'hui, avec la citation, si vous me le permettez, avec humilité du président, de l'ex-président ou du défunt président béninois Mathieu Kérékou, qui parle d'intellectuels tarés, vous comprenez qu'aujourd'hui, il fut l'éducation au Togo, mais de nos jours, en tout cas, c'est une problématique autour de laquelle nous réfléchissons. Et peut-être pour votre information, l'homme étant attaché à cette question d'éducation est aujourd'hui derrière une association ou un mouvement appelé mouvement Gamessou Renaissance qui promeut l'éducation. Pas éducation en tant qu'éducation, mais éducation basée sur la valorisation même de l'intelligence intrinsèque de l'homme et aussi la participation de cette valeur intellectuelle au développement et à la construction d'un Togo nouveau. Alors, vous comprenez que l'homme ne peut que, au vu de ces réalités, s'attacher à la question de l'éducation. Vous avez certainement vu son message à l'endroit des élèves, des enseignants, des syndicats et aussi du gouvernement qui doit jouer sa partition. De toutes les façons, quand vous lisez le programme de l'homme, vous comprenez que lorsqu'il prendra possession de son bâton de pèlerin à l'issue du parcours de 2020, donc prendre la maison de la République, vous comprenez que le premier chantier, c'est l'éducation. Daniel? Oui, c'est vrai que c'est Rodrigue qui l'a dit, mais j'aimerais poser la question au président, M. Poda. Rodrigue a dit tout à l'heure que l'éducation togolaise est au rabais. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer ce déclin-là que notre éducation a connu entre-temps? Merci. Je vais, avant de répondre à cette question, vous dire que aujourd'hui, on est au XXIe siècle et c'est le siècle où la connaissance, le savoir devient une valeur économique, peut-être la plus importante des valeurs économiques. Il n'y a de richesse que d'hommes. Et si on ne forme pas les hommes, non pas seulement dans la littérature, le juridisme, mais qui s'adaptent au marché qu'on a aujourd'hui, aux nouvelles technologies, qu'on s'adapte, que la science prenne vraiment cité dans notre éducation, je crois qu'on va former des chômeurs. Donc il faut penser qu'on forme pour les années à venir, on ne forme pas pour le passé, parce que le marché bouge, il chante rapidement et les exigences aujourd'hui de ce XXIe siècle ne sont pas ce qu'on avait avant. Alors pour le rabais, plusieurs explications. Je me souviens que dans ma jeunesse, on avait vraiment des enseignants, des gens qui aimaient le boulot. Mon premier directeur d'école, c'était M. Lawson. On était en classe de CM1, CM2. Mais ce qu'il nous enseignait, des fois on ne comprenait même pas. Mais des valeurs. Des valeurs. Je peux vous réciter certaines récitations aujourd'hui qui ont marqué, qui sont là. La vie après l'école de Geoffroy, ceux qui veulent sécher. Et on les respectait. Ce sont des notables. Aujourd'hui, l'éducateur n'est pas respecté. Il ne peut pas discipliner sa classe. Et n'est pas payé pour le service qu'il rend à la nation. Alors que c'est lui qui forme l'avenir, les cadres qui vont prendre le pays et qui vont gérer ce pays demain. Ceci, donc, la dévalorisation de leur statut
Parce qu'il faut une motivation au moins que ce soit morale. La dévalorisation au niveau salarial. Plus ces sociétés même qui changent, qui fait que l'éducateur n'a pas le statut qu'il avait auparavant, tout ça ajouté, plus maintenant que le curriculum même qu'on nous enseigne n'a pas varié, ne s'est pas adapté aux réalités de ce monde d'aujourd'hui. Et ce qui fait que on a aujourd'hui les smartphones, vous le prenez à la main, mais demandez-vous d'où ça vient. Ça ne vient pas de la Maison Blanche. Ça ne vient pas de l'Élysée. On n'encourage pas l'inventivité, la créativité, l'imagination de la jeunesse. Et une fois qu'on fait l'autocensure, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va faire pour être... Alors, tout cela combiné, c'est la combinaison, la conjugaison de tous ces problèmes-là qui fait qu'on est au rabais. Et bien sûr, des fois, les parents aussi sont débordés. Les parents ont trop de problèmes à régler pour s'occuper vraiment de l'éducation de leurs enfants. Moi, je me souviens, avant, les parents te disent, ah, apporte ton cahier. On va voir qu'est-ce qu'on t'a fait. Est-ce que tu as fait ton devoir? Il y a ceci. Je ne sais pas aussi aujourd'hui, les parents ont réellement encore le temps de le faire. Donc, il y a toute une combinaison, toute une conjugaison de problèmes qui font que l'éducation est au rabais aujourd'hui. Et c'est ce qu'il faut revaloriser. Il faut nous remettre. Parce que si on ne forme pas l'homme qui va assurer demain, nous sommes déjà perdants dans la compétition internationale. Voilà. Nous sommes donc dans l'émission Une heure pour convaincre sur la 103.1 FM et sur le www.rcjfm.com. L'invité du jour, Ekwe Gamesu Poda Pierre, candidat indépendant aux élections présidentielles de 2020. Les municipales ont pris fin avec l'élection des conseillers qui, aujourd'hui, à leur tour, sont en train d'élire les maires. Quelle analyse ou bien quel est l'avis sur ces municipales qui viennent de prendre fin, Président? Avec votre permission, avant de venir à cette question, il y avait un élément sur lequel j'avais oublié d'insister, c'est la lecture. La lecture dans l'éducation. Il nous faut des bibliothèques publiques partout. Il faut qu'on encourage les jeunes à la lecture. Parce qu'une fois qu'on a pris l'habitude de lire et qu'on est curieux pour lire tout ce qui tombe dans nos mains, la formation, même si elle n'est pas reçue à l'école, on le reçoit. Je m'amusais toujours à dire aux gens, oui, vous étiez à Harvard, mais le professeur qui vous enseigne ce bouquin, je l'ai lu et je le lis encore. Donc même s'il n'est pas en face de moi, je sais que j'ai accès à ce qu'il fait. Je reviens maintenant à votre question. Les municipales, je crois que ça fait longtemps que le Togo n'a pas connu d'élections municipales où on doit élire à la base ceux qui vont gérer la cité, entre guillemets, mais au niveau de la base. Il aurait fallu que ces élections se passent et que vraiment ceux qui sont proches de la population, ceux qui vont les représenter, cette population puisse se reconnaître réellement. Là, il ne s'agit pas d'être député qui est à l'Assemblée nationale, encore qu'eux aussi doivent être représentatifs. Mais ceux qui sont à la base, si la population ne se reconnaît pas là-dedans, le travail déjà devient difficile. Et je crois que de ce que j'ai glané comme information par-ci, par-là, il n'est pas certain que c'est les vrais élus, les vrais maires que les populations auraient souhaité qui sont là. Mais de toute façon, il n'est jamais trop tard s'ils sont là. Si on les a élus maires, si on les a élus, comment vous les appelez, conseillers, c'est pour vraiment le bien-être de leur population proche. On peut toujours compter sur eux pour faire le travail. Mais je crois que ça a été une grosse déception. En tout cas, on pensait que pour une fois, dans le sens d'une certaine décentralisation, dans le sens d'une gestion de proximité, on aurait mis à la tête de nos mairies et de nos conseillers, tout ça, des acteurs dans lesquels les populations puissent se reconnaître réellement. Pourra-t-on dire que nos mairies seront plus politisées, seront plus occupées à parler des choses politiques que du développement? Oui, je crains, et je le dis souvent, je vais le répéter ici fermement, le politique
le politique, pas le politicien. Le politique, c'est-à-dire l'action politique, a détruit tout. L'action politique a détruit l'action économique et l'action sociale. Pourquoi? Parce qu'on mélange toutes les sphères. On mélange le politique avec tout. Le politique gouverne tout. Alors si c'est comme ça, ça ne peut jamais marcher. Il faut qu'il y ait une certaine étanchéité entre le politique et le politicien, la politique générale et tout le reste. Donc si vous élisez des maires et des conseillers sur la base politique, c'est ceux qui vont que faire que de la politique. Parce qu'ils sont venus, c'est peut-être bien que c'est peut-être pas eux qui devaient être là. Donc tout ce qu'ils vont faire, c'est de pouvoir conserver ce pouvoir-là. Et le leadership, c'est pas simplement la position, l'autorité. Nous, on veut que ce soit toujours pas la force, pas l'autorité. Le leadership, c'est des fois la façon dont vous conduisez les hommes, la façon dont vous êtes à l'écoute de leurs problèmes et la façon dont, ensemble avec eux, vous voulez résoudre leurs problèmes. Mais si je suis là parce qu'on m'a mis là, mais je vais faire que défendre ce que je fais et ça devient très politique. Rodrigue, et quelle analyse faites-vous aujourd'hui de nos maires? En fait, ce qu'il faut préciser dans un premier temps, c'est que quand vous faites le tour d'autres pays, vous comprenez que la gestion à la tête se prépare depuis le pied de la montagne, c'est-à-dire dans les différentes communautés, les préfectures, les régions, les villes. Quand vous arrivez par exemple aujourd'hui dans les pays comme Dakar, vous n'êtes sans savoir que avant aujourd'hui d'être confortable dans son fauteuil, Macky Sall a dû se défaire du maire de Dakar. Quand vous allez en France, tout commence par, on vous parlera d'un maire qui devient candidat, mais quand vous arrivez par exemple au Togo d'ailleurs, est-ce qu'il faut le dire assez, on n'a jamais connu cette fièvre-là. On a nommé quand même des présidents de délégations spéciales qui sont devenus tout ce que nous savons tous à leur population. Ils travaillent plus pour eux que leur population. Aujourd'hui, une petite pluie suffit pour que les routes soient impraticables. Tout à l'heure, vous le disiez, avant d'arriver ici, il faut voir les croix et la bannière. Voilà. Donc aujourd'hui, on a besoin quand même de ces élections-là. Mais malheureusement, ces élections sont vidées de toute leur substance. Parce que quand vous allez par exemple au Ghana, à côté ici, les politiques ne participent pas aux élections municipales. Parce que c'est réservé, par exemple, aux populations qui ont besoin, pas forcément d'élire quelqu'un parce qu'il est président de parti politique, parce qu'il est un proche du président de la République, ou parce qu'il est là, mais quelqu'un qui prend en compte les besoins spécifiques des populations de son ressort territorial. Quelqu'un qui est par exemple ici au quartier Adido Gomé, quand il y a l'inondation, puisque cette zone est réputée très inondée, la personne s'intéresse, mobilise par exemple et apporte sa pierre. Ce sont ces personnes-là qui sont des acteurs de développement. Alors aujourd'hui, il y a par exemple des candidats qu'on a positionnés qui n'habitent même pas ces zones-là, qui ignorent tout sur le besoin des populations de cette zone, mais qui sont devenus maires de ces zones. Alors c'est aujourd'hui par exemple le lieu pour eux d'aller chercher comment les gens vivent là, ainsi de suite et tout. Donc on a faussé la base, certes, nous en avons besoin et c'est déjà un pas en avant, mais dans les années à venir, nous devrons revoir le concept même, l'analyser. Moi, j'ai été un peu, je dirais scandalisé parce que j'ai rencontré dans plusieurs pays de la sous-région des émissaires du gouvernement à la quête donc de l'expérience d'autres pays, notamment la Côte d'Ivoire. J'en ai rencontré, mais bizarrement, quand ceux-là sont revenus, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans leur rapport, mais on court dans le, je dirais, fossé de la politisation à outrance de la vie publique. Voilà. Avant de revenir au président Ekoué, Rodrigue, vous venez de l'évoquer, il faut savoir gouverner la base avant le sommet. Est-ce que c'est ça qui explique aujourd'hui la participation aux élections locales de l'ex-chef de file de l'opposition Jean-Pierre Favre? Non, je ne le dirai pas, parce que nous revenons de très loin. Le Togo est un pays atypique qui a une histoire assez étrange, une histoire qui diffère tout à fait de l'histoire des autres pays, notamment les voisins. Et le Togo n'a jamais fait l'expérience, n'est-ce pas, de la promotion de ses qualités intellectuelles et en matière de ressources humaines. Alors, les politiques ont longtemps œuvré ou continuent d'œuvrer, dois-je dire,
pour l'avènement de l'alternance, histoire de redistribuer les cartes et donner chance égale à tous les Togolais. Alors, on a cherché au sommet, on n'a pas trouvé, mais la stratégie et la question de l'essai sur d'autres ponts obligeants, il faut aussi revenir, ne pas laisser deux terrains qui ne soient exploités. C'est ce qui explique le fait que les politiques aient participé massivement à ces élections locales. Parce qu'aujourd'hui, le Togo a beaucoup plus besoin de refaire la fondation d'un État de droit, d'une république, que d'aller vers la perfection que connaissent les autres pays ou la course à la perfection que chassent les autres pays. Président Ekwe Gamesou Poda Pierre, candidat indépendant au présidentiel de 2020 au Togo, vous l'avez annoncé il y a de cela, je crois, 2 semaines. Les mobiles de votre candidature? Les motivations, ce qui m'a poussé à être candidat, tout d'abord, il y a juste l'amour de mon pays. Je crois que ceux qui me connaissent savent combien je suis préoccupé, concerné par ce qui se passe et ce qui s'est passé et continue de se passer dans notre pays. Il faut le dire, je suis togolais, je suis citoyen togolais et ma carrière m'a permis de voyager à travers le monde, de voir que ce soit en Afrique des pays, que ce soit en Asie d'autres pays, en Amérique latine. Et j'ai vu que sur les 30 dernières années, des pays ont progressé. Je me souviens de cette expérience que je ne pourrai jamais oublier à Singapour, car il me montrait dans les années 50 les conditions dans lesquelles ils vivaient et ils ont dû conserver un certain nombre de ces vestiges pour que les gens voient d'où ils sont partis. Et après, c'est les allumettes. Je crois que Singapour, c'est le port le plus sophistiqué et le plus rapide au monde. Donc, comment on est arrivé là? Il y a eu un leader qui, à la rigueur, a mis les gens au travail dans une certaine discipline et a évité la corruption et il a exigé l'intégrité. Et il y a un de leurs ministres tout dernièrement qui disait, nous avons que 2 ou 3 formules. Il disait la méritocratie. Il faut que les gens qui sont à la place méritent cette place-là. On dit en anglais, the right people at the right place. 2, il faut que ce soit du pragmatisme. On s'enferme dans des idéologies qui ne sont même pas les nôtres. Il dit, si un chat qui soit blanc ou noir et peut attraper la souris, c'est déjà bon. C'est tout ce qui les intéresse. Aller de l'avant. On n'a pas besoin d'idéologie savante, mais du pragmatisme. Et toi, ce qui est le plus difficile, la moralité, l'intégrité. Vous voyez? Donc les gens s'attendent, les acteurs s'attendent des fois à des miracles, comme si on va réinventer la roue. Mais en fait, il s'agit simplement de laisser les hommes libres pour qu'ils, les hommes et les femmes, j'ose dire, hein, parce que les hommes avec grand H, puissent vraiment développer l'inventivité dans une certaine discipline, dans une certaine organisation. La méthode, l'organisation, la gestion efficace des ressources maigres ou larges, c'est ça qui fait que après une décennie, 2 décennies, on peut se retrouver du tiers monde, comme on le dit, au premier monde. Voilà. Et comment comptez-vous avoir vos vraies voix? Parce que vos prédécesseurs ont toujours accusé le régime en place de frauder les élections au Togo. Vous voulez parler comment sécuriser les votes, vos voix. Les voix. D'abord, la première des choses, c'est de demander à tous les Togolais de voter leur conscience, de voter avec leur tripe. Il ne faut pas voter parce qu'on a reçu 10 000, on a reçu 100 000. Il faut voter vraiment ce qu'on pense. Le vote de 2020, ce n'est pas des élections présidentielles, c'est un référendum. Réellement, pour moi, c'est un référendum contre. Est-ce que ce qui s'est passé pendant 25 ans, ça vous va? Vous voulez continuer dans cette voie? Ou alors, non, il faut qu'on change de voie parce qu'on va tout droit dans le mur. Donc, pour moi, c'est plus que des élections simplement présidentielles. Sécuriser les voies,
bien sûr, on nous a montré, j'ai eu des rapports sur toute la complexité de comment on fait pour voler, frauder. Et nous verrons. Je crois que dans la diaspora aujourd'hui, les gens sont prêts à être présents dans les 10 000, les 9 000. C'est quoi? C'est le vote, non? Les bureaux de vote. Les bureaux de vote. Et en plus maintenant, comment sécuriser le transport? Pourquoi est-ce que une certaine partie vont voter avant? On ne sait pas comment sécuriser. Donc, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous devons travailler. Mais surtout d'inviter le régime et également la communauté internationale pour que nous travaillons ensemble pour passer ce que moi j'appelle le signe indien togolais, parce que c'est le seul pays dans la sous-région qui n'a pas encore connu ça. Alors, plus on tarde à venir à cela, plus on pose des problèmes qui demain peuvent éclater. Nous sommes sur une marmite qui bouillonne. Et un jour, on peut faire l'économie de ça, tout simplement en faisant une alternance pacifique dans ce pays, c'est-à-dire en faisant que la vérité des urnes soit proclamée et que le vainqueur soit réellement ce que le peuple a choisi. Daniel? Et dans le message du président lors de sa conférence de presse pour annoncer sa candidature, quelque part, il disait: nous voulons recréer la confiance entre les citoyens, restaurer la crédibilité de l'État et redonner au peuple sa liberté et sa dignité. En un mot, nous croyons fortement que nous sommes une alternative crédible, que nous correspondons aux attentes légitimes de notre peuple, que nous pouvons offrir l'alternance au Togo pour une autre façon de gouverner. Que cache ce message-là que vous adressez au peuple togolais? Le message est très clair. C'est très clair et ça ne cache rien du tout. C'est clair qu'aujourd'hui, nous pensons, nous croyons que nous constituons les acteurs, les Togolais de l'intérieur et de l'extérieur qui partagent ce rêve-là, croient réellement que nous avons les compétences techniques, intellectuelles, morales pour vraiment être cette alternance. Premier. Deuxième élément, nous, pour une raison ou une autre, ce qui certains pensent être un inconvénient et en même temps un avantage, nous n'avons pas trempé. Nous n'avons pas trempé dans les histoires de ce pays et on sait tout ce qui se passe pendant les 25 dernières années. On a une certaine neutralité entre guillemets. On n'est pas neutre parce qu'on est avec la population. On veut le changement, on veut la liberté, on veut la dignité. Nous avons un positionnement, mais nous sommes neutres. Notre positionnement, c'est que la population réclame sa dignité, réclame sa liberté. Alors voilà l'inconvénient qui est devenu notre avantage aujourd'hui parce que nous pouvons être l'arbitre qui met que cette bipolarisation de la vie politique au Togo, on puisse rassurer les uns et les autres au niveau de l'opposition, comme au niveau du régime, comme au niveau de partout se trouve le pouvoir, que nous sommes des pacifiques, des pacifistes qui veulent vraiment que ce pays puisse passer de l'autre côté de la barrière comme tous les autres pays de la sous-région. Donc le message est très clair, nous sommes convaincus, il faut oser. C'est l'abbé Pierre qui dit, le plus grand regret que nous aurons un jour, c'est de n'avoir pas eu le courage d'oser. C'est de n'avoir pas eu le courage d'oser. Nous osons et nous pensons que la victoire du peuple sera vraiment là en 2020. Non, mais il y a eu d'autres avant vous qui ont tenu le même discours, mais après, on les a plus vus. Oui, mais vous savez, chacun parle pour soi. Je ne parle pas pour les autres, je parle pour moi. Alors, une question. La dernière fois, après avoir annoncé sa candidature au présidentiel de 2020, le prélat, après que le... Monseigneur Bodio, oui, voilà, le prélat et certains leaders de l'opposition, ils prétendent pour un candidat unique. En tant qu'analyste, croyez-vous à une énième fois au regroupement politique? Vous savez, on a connu des regroupements politiques, mais peut-être qu'on n'a pas encore connu le regroupement politique qui va apporter satisfaction aux revendications légitimes du peuple togolais, dont le tout premier au premier rang, la question de l'alternance
de la crédibilité de l'État lui-même, de la restauration, de la fondation d'une république. Ce n'est pas exclu que les gens aspirent à l'unicité d'action de l'opposition. Mais l'unicité dont on parle aujourd'hui, à mon avis, c'est cette personne crédible qui soit capable de concilier les points de vue divergents en termes de ressources humaines, en termes d'idéologie, en termes d'approche participative ou exclusive en matière de gouvernance d'un pays qui cherche son statut de république et d'état de droit. Alors, vous comprenez que quand on se positionne comme ça, l'idéal, quand on se connaît, est de vendre sa qualité, sa capacité. Et ça n'exclut pas que les gens parlent d'unicité d'action. Alors, dans ce contexte-là, les leaders habituels qu'on a vus peuvent chacun, en ce qui le concerne, aspirer à être. Je parlerai d'outils rares, parce qu'on a besoin aujourd'hui d'un outil. C'est-à-dire, l'outil, c'est un élément qui est au service d'eux, mais pas un élément qui veut qu'un peuple soit à son service. Mais quelqu'un qui va venir service. Et justement, c'est cette qualité-là qui est recherchée quand on parle de candidature unique. Pourquoi? Parce que hier, nous étions dans un mode de scrutin unique qui nous a fait croire que lorsqu'il y a, par exemple, plusieurs candidats, ça éparpille les voix et ça fragilise donc les forces de ceux qui aspirent au changement et renforce les capacités de ceux qui continuent de diriger de main dure ce pays. Et récemment, je ne vais pas parler de voies tordues, mais par des alchimies dont les secrets restent enfermés dans le tiroir des gens qui tiennent ce pays, l'Assemblée nationale a quand même modifié à sa manière la constitution de ce pays et adoptant donc un mode de scrutin à 2 tours. Alors, rapidement, les calculs politiques ont suivi et différents acteurs pensent que lorsqu'on va avoir un candidat unique, ça va nous permettre de remporter la victoire. Et d'autres estiment que non, maintenant qu'on a 2 tours, chacun peut être candidat et au second tour, on va avoir le jeu des alliances. Alors, récemment, au Sénégal, on a vu qu'il y a quand même le mode de scrutin à 2 tours, mais le président Macky Sall, candidat alors à sa propre session, a remporté au premier tour les élections. Donc, c'est une problématique autour de laquelle tous les acteurs réfléchissent et tout le peuple réfléchit. Mais il y a un élément fondamental. L'élément fondamental, c'est que tous les acteurs qui se disputent le partage de l'échiquier politique aujourd'hui ont un parcours, une histoire avec la crise que nous vivons parce que 2 fois, 3 fois, 4 fois, ils ont tous été candidats ou ils continuent de l'être. Mais ça n'apporte pas de changement. À un moment donné, le commun des mortels pense qu'il faut s'arrêter. Il faut faire ce qu'on appelle une analyse personnelle et se dire, en tout cas, qu'est-ce qu'il faut encore essayer parce qu'on a tout essayé. Et moi, croyant que je suis, je me base toujours sur cette réalité biblique qui, à un moment donné, a amené à croire que les enfants de Jacob, les aînés, avaient des astuces pour sauver ou empêcher la servitude du peuple de Dieu à l'époque. Mais figurez-vous qu'un prophète a dit, est-ce que vous n'avez pas d'autres enfants? Il a dit, si, j'ai un gamin, lui, son travail, il est berger, il a accompagné les brebis au pâturage. Il dit, allez le chercher. Et quand David arrive, il dit, voilà, il faut loindre, parce que c'est lui, l'élu. Alors, je ne veux pas faire l'éloge de quelqu'un, mais j'explique le pourquoi aujourd'hui, par exemple, ni l'un ni l'autre n'est à écarter, mais il faut faire le choix utile. L'essentiel utile aujourd'hui pour nous, si ça doit passer par plusieurs candidats, à nous de le... Puisqu'on en a connu. En 2015, on a vu quand même, voilà, les candidats, il y en a même qui n'ont pas eu 1%. Mais aujourd'hui, on nous dit, les leaders que nous avons, ils n'ont jamais expérimenté la gestion, par exemple, de quoi que ce soit. Peut-être aujourd'hui,
il y a peut-être forcément quelqu'un qui se démarque, qui a l'expérience. On nous dit, on les a trop vus. Il y a peut-être quelqu'un, par exemple, qu'on voit peut-être pour la première fois, qu'on cherche à voir pour la première fois. Donc à chacun de l'analyser. Mais ce qu'il faut, c'est que ces acteurs, étant grands, étant des personnes qui jouissent qui jouissent pleinement de leur capacité intellectuelle, savent ce qui est bon pour ce Togo, et ce à quoi je peux les appeler aujourd'hui, c'est de faire un sursaut d'orgueil. Parce que hier, des gens étaient candidats, parce que si c'est lui qui est candidat, il faut que je sois candidat. Les gens étaient candidats parce que quand on est candidat au Togo, on paye une caution de 20 millions, on a, j'en sais rien, 72 millions de financement de l'État, et on soustrait des 20 millions à 52 millions de bénéfices. Les gens étaient candidats parce que, mais aujourd'hui, qui a une fois été candidat pour sauver ce peuple du gouffre? C'est la grande question. Et ceux qui nous écoutent savent le choix à faire au moment opportun, parce que l'heure va venir et chacun viendra dire à ce peuple ce que je veux faire, ce que je vous vends, ce que je vous promets, ce dont j'ai la capacité de vous offrir. Ce ne sera pas de l'utopie. Et ce que le peuple doit faire, ce n'est pas de voter parce que c'est mon frère, ce n'est pas de voter parce que c'est le président de mon parti, c'est de voter parce qu'il a la solution au problème que j'ai. Voilà. Président Ekwe et Gamessou Poda, vous n'allez pas aux élections en 2020 pour les perdre. Si vous passez au deuxième tour, accepterez-vous des alliances? Je voudrais d'abord compléter ce que Rodrigue vient de dire. Dans mon cours de leadership, puisque je suis coach en leadership également, développement personnel, on nous disait que David, quand il est apparu, n'avait pas l'étoffe du roi. On dit, mais qui est ce gamin-là? Ce petit-là. Qui est ce petit-là? Donc, je dis aux gens, ne vous présentez, ne vous trompez jamais. Il ne faut pas juger sur l'apparence, n'est-ce pas? Ça aussi, je crois que c'est une leçon. Moi, je suis dans toute dynamique gagnante, toute stratégie gagnante pour la population, pour le peuple, je m'inscris là-dedans. Si, après réflexion, analyse, je ne suis pas de ceux qui foncent dans quelque chose sans avoir analysé les fondations, le pour, le contre, les autres options. Parce que je crois que aussi, on s'aventure tout rapidement dans beaucoup de choses sans avoir vraiment posé l'analyse, le pour, le contre de ceci et voir quelles sont les différentes options. Il faut que nous nous attelons à cette tâche d'abord. Mais pour la dynamique unitaire, je ne peux être que d'accord. Au deuxième tour, vous dites si je peux accepter les alliances. Bien sûr, on ne peut jamais gouverner seul. Et puis, je crois que c'est très clair dans notre discours et dans nos programmes. C'est la population et le peuple dans sa totalité, sans exclusion. Sans exclusion, un chef d'État, il est là pour donner le là, il est là juste comme le chef d'orchestre. Mais tout le monde doit jouer sa partition. Et il ne peut pas le faire seul. Le choix des hommes aussi à ce niveau est très, très important. Donc pour nous, pour ceux qui pour l'instant me suivent, et tous ceux et celles qui vont me suivre encore en m'écoutant, je dis oui, si des alliances vont sauver le pays du pire que nous envoyons venir, oui, on fera des alliances, il faut faire des alliances. On ne peut pas gouverner seul, et je crois que c'est ce à quoi nous tendons, c'est le message que nous portons à tout le monde, parce qu'il faut que nous ayons la solution gagnante pour le pays. Monsieur Poda, vous avez déclaré votre candidature pour 2020. Vous aurez en face une grosse machine. Si je dis une grosse machine, je parle de UNI qui est là depuis. On ne sait pas si le président actuel va se représenter. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur Poda a les moyens nécessaires? Si je parle de moyens, il y a les finances, le matériel nécessaire pour pouvoir faire face à cette machine-là en 2020. Merci pour cette question, ça me fait sourire un petit peu. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas le problème de M. Poda. C'est la population togolaise qui veut aboutir à quelque chose. Et tous les Togolais doivent se sentir impliqués à tous les niveaux. Je ne fais pas face à un régime. La population togolaise, les Togolais et les Togolaises font face à quelque chose. Je ne suis qu'un instrument
un instrument, un acteur, peut-être, si Dieu veut, par lequel cela va arriver. Mais ce n'est pas le problème de Koda et de Gamessou. Je ne suis complètement pas ce discours où c'est Koda qui fait face à un régime. C'est la population, le peuple togolais qui fait face. Et le peuple togolais sait ce qu'il va faire pour que celui qui est l'instrument puisse arriver à gagner. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Rodrigue, une réaction sur ces alliances du président qui ne va pas aux élections pour les perdre. Il ira sûrement au deuxième tour. S'il acceptait les alliances, vous n'allez pas le critiquer négativement? Peut-être qu'il gagnera au premier tour. C'est possible. Non, mais écoutez, quand on dit souvent chez nous, dans notre dialecte, alors le Kamponasi Peore, c'est ce qui a manqué tout le temps à ce Togo. On veut être comment vous l'appelez? On veut être le DJ, on veut être au même moment l'artiste qui chante, on veut être au même moment le danseur et tout et tout. C'est-à-dire, bref, on pense qu'on a une science infuse qui est extraordinaire et qui, voilà. Mais pour gérer un pays, j'ai toujours donné l'exemple de la France où, au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo, le président d'alors avait appelé tous les acteurs de la vie politique de la France. Venez, nous allons parler de l'insécurité de notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça a toujours manqué au Togo. On a connu, ou peut-être les braquages, certainement ces derniers jours, il y a eu une pause. Mais est-ce que vous avez une fois vu, par exemple, quelqu'un appeler qui que ce soit, il se dit, il n'y a pas d'adversité au Togo, ce sont des ennemis. Ils se regardent en chair de faïence. Chacun protège son intérêt. Et en matière de gestion ou de leadership, vous avez besoin de composer avec l'autre. Vous, aujourd'hui, vous êtes directeur de Radio Carré. Mais ce n'est pas vous qui êtes à la technique. Ce n'est pas vous qui animez toutes les émissions. Vous avez une équipe. Et c'est une équipe qui dirige un pays. Et ça oblige, c'est pour répondre à votre question, donc ça oblige, peut-être que c'est un conseil aux candidats, que demain, s'il faut passer par là, puisque, si c'est un passage obligé d'ailleurs, puisque j'estime que ça va être un passage obligé, parce que quand j'ai lu son programme, ou les grands axes, il a aussi parlé fondamentalement de la question de réconciliation. Vous ne pouvez pas réconcilier si vous n'êtes pas ouvert, si vous voulez faire seul. Donc il faut faire avec les autres. Il faut prendre en compte les aspirations des autres. Il faut prendre en compte les besoins des autres. Il faut écouter les autres. Ce sont là des piliers fondamentaux du leadership. Donc ce leadership qui a longtemps manqué, si ça manque à notre, je dirais pas à notre, si ça manque, oui, à notre pays, il faut aujourd'hui qu'on ait recours à ça pour pouvoir avancer. Sans cela, je pense que il serait mieux pour notre, notre pays de connaître des leaders qui fassent le jeu des alliances, mais pas des alliances hypocrites ni égoïstes. C'est-à-dire, je t'aime, mais j'aime encore celui-là. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire le double jeu, le double langage, les pièges, les pots de banane. C'est ça qu'on met dans Alliance chez nous. C'est pour ça d'ailleurs que tout périclite lorsqu'on parle de regroupement à un niveau donné. Même quand vous prenez le parti au pouvoir, on peut me l'excuser. Mais la Bible déclare que tout royaume qui s'élève contre lui-même, c'est pour sa propre destruction. Quand on enferme par exemple son frère, quand on enferme par exemple son collaborateur d'hier, sur, pas des sujets trop clairs, mais des sujets un peu clair-obscurs, vous comprenez qu'il y a problème. Et donc, il est temps que le Togo puisse chercher ce leadership ouvert à tout le monde pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est très très important. Et c'est parce que ça a manqué toujours que tout répercute sur le fonctionnement même du pays. Quelle analyse aujourd'hui faites-vous de la fermeture des frontières du Nigeria avec certains pays et le Togo aujourd'hui endosse en matière de carburant, alors que nous avons des tests qui autorisent la libre circulation entre nous dans la zone CEDEAO? Je crois que
deux leaders de ces pays se sont rencontrés. Et j'ai suivi le président béninois, M. Patrice Talon, son Excellence Patrice Talon, qui a fait des déclarations. Je crois qu'ils sont en train d'aplanir les problèmes. Mais d'une manière générale, c'est ça le problème de nous, les Africains. Nous pensons que quand on va à une grande convention, qu'on a écrit des papiers, c'est réglé. Moi, j'ai fait plusieurs fois Accra, ici, Lomé, Cotonou, jusqu'à Lagos. Vous ne pouvez pas savoir les tracasseries que vous avez sur cette route. Et pourtant, on a signé la mobilité des personnes, la mobilité des biens. Ce n'est pas parce qu'on a mis ça sur un papier que ça se déroule. Les réalités sont différentes. Nous devons apprendre d'abord à respecter les écrits. Nos grands-pères respectaient leurs paroles. Maintenant, même on l'écrit, on signe. Et on ne respecte pas. Mais comment voulez-vous que ça change? Ce n'est pas une question de baguette magique. Ce n'est pas une question de miracle. C'est une question de respect de ce qu'on a décidé de faire ensemble. C'est une question de discipline personnelle et collective. C'est une question de dépassement de soi pour mettre l'intérêt de la nation et l'intérêt de toute la sous-région en jeu. Ceci dit, il peut y avoir des problèmes d'État. Je veux dire, la sécurité d'un État peut être en jeu, puisque je ne connais pas toutes les motivations qui sont derrière. En ce moment, oui, temporairement, on peut fermer une frontière pour discuter maintenant avec le pays voisin si c'est là où vient le danger, enfin, entre guillemets, et puis maintenant qu'on puisse passer. Donc, ce problème que vous venez de dire, ce n'est pas seulement une question de fermeture. Ça a un coût économique, ça a un coût social, et tous les pays de la sous-région souffrent. Le Nigeria, c'est quand même 200 millions. C'est un grand marché. Et les pays voisins comme le Bénin, le Togo, tout ça, vivent un peu parce que nos exportations vont dans ce pays. On a tous intérêt à ce que la sécurité règne, la mobilité des personnes et des biens, tel que c'est écrit, soit donc opérationnelle. Et sinon, nous passons notre temps tout simplement à s'amuser. Et c'est grave parce que nous sommes dans un monde, je le dis, en compétition. Mais les Asiatiques avancent, ils veulent dominer le monde, pas parce qu'ils ont seulement des armes, mais pas le science et le savoir-faire. Et nous sommes là tout le temps entrecroulés entre nous. Je crois qu'il faut qu'on arrive à dépasser cette étape-là de la politique africaine. Les accidents aujourd'hui, vous êtes revenu au pays il y a un peu longtemps. Et par semaine, la route ne fait que tuer. Alors, vos propositions de solutions pour pouvoir un peu réduire cela, et malgré que le ministre de la Sécurité prenne des mesures, le Togolais roule toujours à tombeau ouvert, non-respect du code de la route. La route tue plus que l'avion et tout. Mais quand un avion tombe, les gens sont vraiment... C'est émotif parce qu'il y a plusieurs personnes en même temps, mais la route tue plus. C'est le premier, disons, danger dans nos pays, et surtout en Afrique. Et ceci, il participe le comportement des usagers de la route. Comme vous l'avez dit vous-même, les gens vont très vite. Ils ne respectent pas les codes de la route, on s'insulte. J'ai vu des comportements, peut-être que je n'avais pas vu depuis longtemps. Et je me dis, mais pourquoi le Togolais est devenu si incivique? Est-ce qu'on doit revenir encore à l'éducation civique, en tout cas éduquer et inculquer certaines valeurs aux Togolais d'une manière générale? Maintenant, pour les usagers, il faut les inviter à plus de prudence, à un tempérament quand même qui veut dire que quand vous êtes dans la route, de l'autre côté, on dit c'est full-time job. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul. D'autres sont là. Donc vous devez veiller qui est derrière vous, et c'est comme ça qu'on va réduire un tout petit peu. Bien sûr qu'il faut qu'on ait d'abord le code de la route, que les gens savent quand même les règles de conduite. Parce que vous n'êtes pas seul. Une fois passé cette étape, c'est l'attitude. Attitude, maintenant, et le comportement qui feront qu'on peut réduire. Et bien sûr, beaucoup de prévention. Beaucoup de prévention.
de formation, de sensibilisation, et petit à petit, les bonnes habitudes vont rentrer et ça permettra aux usagers eux-mêmes de faire attention à leur propre vie, d'abord, parce qu'ils sont en danger, et aux vies. Je me souviens, je suis venu, si je ne sais pas, il y a 2 ou 3 ans, j'étais encore là, du grand marché, en arrivant à Oba, il y a au moins 2 ou 3 morts sur la route. Donc c'est quand même un problème sérieux, et comme l'a dit si bien Rodrigue, voilà des problèmes sur lesquels tous les acteurs doivent se réunir pour dire mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'une chose est de prendre des mesures comme ça, mais il faut aussi voir, étudier la question, l'analyser. Mais quelque part, mis à part la négligence des usagers de la route eux-mêmes, il n'y a pas également l'état de nos routes. Parce que quand vous quittez Adjidoua pour aller à Zanguera, je pense que vous avez déjà pris une fois cette route. Quand vous quittez Douane Adjidoua pour aller à Segbe, vous ne voyez pas que quelque part, il y a également l'état de nos routes. Les feux tricolores même qui ne fonctionnent pas. Vous prenez le carrefour que nous appelons comme carrefour Bodona, depuis un moment, ça ne fonctionne pas. C'est d'une grande tristesse. Des fois, je me dis, s'il y a quelqu'un qui dirige vraiment ce pays-là, franchement, parce que c'est des choses les plus simples qu'on peut faire. Et ça ne coûte pas des milliards. Même si les routes ne sont pas toutes goudronnées, au moins les nids qui sont là, on peut les boucher tranquillement. Aux États-Unis, partout où je passe, c'est l'entretien routier, ça se fait continuellement. Et je pense que c'est pour ça qu'on ne fait payer. Oui, il y a des milliers de gens qui pèsent. Maintenant, si on laisse quelqu'un détourner et l'argent ne doit pas aller là où ça devrait servir, il y a un problème. Donc ça, c'est un vrai problème qu'il faut que les autorités vraiment cherchent à résoudre très rapidement. Qu'il y ait un service d'entretien routier qui fréquemment doit boucher les trous, et en plus quand on veut construire une route, qu'on sache qu'on l'a construit pour rester. Moi j'ai vu des routes où on a construit 20 ans, à part les quelques petits entretiens, ça vient. Nous on construit des routes, on avait construit la route l'année, on a deux pluies et c'est complètement abîmé. Donc il y a quand même de vrais problèmes qui sont des problèmes de gestion et les problèmes de la mentalité des hommes. Monsieur Koda a dit, président en 2020, il n'y aura pas de chasse aux sorcières et il y aura également la réconciliation. Vous avez mis l'accent sur la réconciliation. Oui, merci. Eh oui, il faut. On n'est pas là pour regarder dans le rétroviseur. Le passé, oui, c'est là, ça fait mal toujours, mais si on doit simplement s'éterniser sur ce passé-là, on ne peut pas regarder devant soi, il ne faut pas avoir le nez dans le guidon. Nous voulons avancer avec tout le monde pour qu'on construise un Togo demain qui sera l'or de l'humanité. Le passé et l'histoire réglera cela, ce n'est pas ce pourquoi nous voulons arriver à un changement au Togo en 2020. On fait signe déjà, et c'est donc la fin de cette entrevue. Avant peut-être un mot de fin du président, Rodrigue, un mot de fin? Oh, mot de fin, non, moi je dirais plutôt qu'aujourd'hui, chaque peuple mérite son dirigeant. Si le peuple togolais pense que ceux qui dirigent son pays n'assurent pas confiance et qu'il n'a jamais souhaité cette façon de diriger, je pense que il sait ce qu'il lui reste à faire. Et en tant que journaliste proche du peuple, quand on va dans les hameaux les plus reculés, la question de l'eau potable, bon, je ne parle pas de l'eau potable, je parle de l'eau plutôt, de l'eau, parce qu'il faut avoir l'eau avant de parler de potable. Voilà, donc la question de l'eau, l'impraticabilité des routes qui encouragent les accidents de circulation et aussi l'incivisme qui prend de l'ampleur dans le pays. Je crois que tout ça, ça interpelle. Ah oui, et puis la haine, parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué, mais je pense que c'est le lieu d'inviter les Togolais à se réconcilier, dans un premier temps, avec eux-mêmes, leur propre conscience, et à comprendre qu'on a besoin d'un Togo nouveau pour assurer l'avenir de nos enfants. C'est pour eux que nous devons faire le meilleur choix. On peut peut-être prendre les miettes, on peut peut-être courir derrière les bouteilles d'huile, les sacs de riz, les sacs de maïs qu'on ne mange même pas sur 5 ans. Mais l'avenir de nos enfants mérite tout sacrifice de notre part et nous devons nous atteler à ça. Merci. Merci. Président Poda Gamessou Pierre, pour terminer cette entrevue,
les Togolais, qu'est-ce que vous avez à leur endroit comme mot? Je dirais que les Togolais et les Togolais doivent faire le bon choix pour leur avenir. Et que j'invite tout le monde, bien sûr, à la réconciliation, à la paix, parce qu'après tout, nous sommes dans un bateau, et ce bateau s'appelle le Togo. Quelles que soient les pirogues qui nous ont amenés sur ce bateau, nous y sommes. Nous avons tous intérêt à conduire ce bateau dans de bonnes conditions jusqu'à port. Alors je lance un message à tous les acteurs de la vie politique et à toute la nation togolaise pour que 2020, nous nous y mettons tous pour que ce soit le changement paisible et pacifique que souhaite le peuple togolais. Je vous dis, 2020, ce sera l'alternance au Togo. Merci et bonne chance. Merci beaucoup. Fin de cette émission Une heure pour convaincre qui a eu pour invité M. Koué Gamessou Poda Pierre, candidat indépendant aux élections présidentielles de 2020. Merci également à Rodrigo Aego. Daniel Dojani, merci. Je suis Eugène Pamazé. À la mise en onde, Amel Le Saint. Merci à toute la diaspora togolaise qui nous a suivis sur le www.rcjfm.com. Bonne suite de nos programmes.